qui n'est pas le cas de tout le monde, hein. J'ai eu des surprises quand vous avez les cheveux rasés, ben, c'est pas grave, hein. Ça marche? Non? Ouais. Près de la bouche comme ça? Ouais, et c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a aussi d'autres poils. Et il dit, ouais, mais je suis rasé là aussi. Bon, qu'est-ce que c'est cette mode, quoi? C'est vrai que de plus en plus de personnes sont complètement rasées. D'hommes, hein, même. Mais bon, on peut faire aussi sur les ongles, sur les fanères. Et l'avantage des cheveux. Donc je vais vous présenter aujourd'hui l'analyse toxicologique des cheveux, avec surtout la toxicologie médico-judiciaire, avec des exemples. Je vais parler du cas particulier du GHB, parce qu'on parle beaucoup du GHB dans la soumission chimique. Je vais vous parler de la toxicologie, de l'intérêt en toxicologie clinique, en addictologie, en toxicologie environnementale, et voilà. Et je conclurai. Donc j'ai 45 minutes, c'est ça? On est partagé en 45 minutes. Donc l'intérêt de l'analyse capillaire. En fait, quand on fait des prélèvements en matière de toxicologie, si on fait des prélèvements biologiques, le sang il n'a une fenêtre de détection que de 24 heures, voire 48 heures, avec des appareils qui travaillent qui détectent en haute résolution. On peut faire jusqu'à 72 heures, mais pas en Nouvelle-Calédonie. Les urines, c'est 72 heures, la fenêtre de détection, voire une semaine dans des laboratoires spécialisés dans l'analyse toxicologique, qui travaillent en haute résolution aussi. Donc, mais les cheveux, en fait, une fois que le toxique est piégé dans la matrice capillaire, eh bien, ils vont plus bouger. Ils vont se dégrader un petit peu, mais ça va plus bouger. Et donc, ça va rester dans le cheveu tout au long de sa pousse. Donc, on peut avoir une fenêtre de détection qui est bien plus grande, voire 12 mois, mais voire plus encore. Et surtout, c'est figé. Ça va pas trop se dégrader. C'est-à-dire qu'on a retrouvé de la cocaïne dans les cheveux des Incas, on a retrouvé du cannabis dans les cheveux de momies égyptiennes, etc. Donc, ça ne bouge pas. C'est très stable. C'est très stable et puis on n'a pas besoin de la conserver au frais. Et on le conserve dans une feuille de papier. Et il y a un intérêt judiciaire majeur parce que je parle par exemple de la soumission chimique. Si les personnes se font agresser, etc., chimiquement, vont peut-être pas avoir vont peut-être pas avoir l'envie d'aller porter plainte tout de suite. Et donc il y a un délai qui se passe, et c'est pas grave parce que de toute façon, vous verrez que on prélèvera 4 à 5 semaines, voire plus tard, après l'effet supposé. Donc il n'y a pas d'urgence. Il y a la limite critique, eh bien, on ne va pas prélever avant 10 jours après l'effet supposé, parce qu'une fois que vous verrez comment se fixent les xénobiotiques dans le cheveu, une fois il faut que le cheveu sorte du scalp. Donc il faut 10 jours de pousse pour que les cheveux sortent du scalp. Donc comment s'incorporent les xénobiotiques, les toxiques? Eh bien, à partir du sang, ils vont passer dans le bulbe, puis ils vont être piégés dans la kératine, et puis ils vont pousser le long de la tige pilaire. Et en moyenne, les cheveux poussent d'1 centimètre par mois. Au niveau en arrière et en haut du crâne, c'est-à-dire en vertex postérieur, c'est 1 centimètre par mois. Ça peut varier de 0,7 à 1,3 cm par mois, 1,5 cm par mois. On dit qu'en moyenne, c'est 1 cm par mois. Voilà, ça revient. 1 cm par mois. Le cheveu, il est fait surtout de kératine, 85%, donc c'est de la protéine. Il y a un peu d'eau et des lipides. Et donc la kératinisation assure le piégeage définitif des molécules. Donc ça a figé l'histoire de l'exposition, contrairement au sang et l'urine. Il faut savoir que les cheveux, ils poussent dès le 5e, 6e mois de vie fœtale. Donc du coup, le fœtus, l'enfant dans le ventre de sa mère, il va être imprégné des toxiques que la mère consommera. Donc c'est important de le savoir, parce que si on se pose des questions en cas d'enfant de mort fœtale in utero, etc., et ça c'est arrivé déjà en Nouvelle-Calédonie, eh bien si on a suffisamment de cheveux,
on peut regarder si la mère a consommé des toxiques, du cannabis par exemple, ou d'autres toxiques durant la grossesse. Donc ça se fait aussi. Donc on peut faire aussi à la naissance, on peut faire le méconium. Dans le méconium, on retrouvera les produits toxiques. Donc les premières selles du bébé, on retrouvera les produits toxiques, mais autrement dans les cheveux, voilà. Donc 85% des cheveux sont en phase de croissance, c'est-à-dire que les cheveux, 85% auront la même phase. Et il y a donc 15% de cheveux qui ont une pousse différente, qui ont un âge différent. Donc je dis que les cheveux ils poussent en moyenne de 1 cm à 1,3 cm par mois. Voilà. Donc il faut patienter, il faut attendre 10 jours afin que le cheveu sorte, les cheveux sortent du cuir chevelu, du scalp. Et comme la pousse, de toute façon, n'est pas forcément de 1 cm par mois, on va attendre, on ne va pas prélever avant 4 à 5 semaines après l'effet supposé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prélever avant. Parce qu'on va pouvoir, si le cheveu pousse si le cheveu est dans la fourchette basse, au niveau de la vitesse de pousse, on va louper des molécules. Donc les recommandations sont claires, c'est 4 semaines à 5 semaines. Et si c'est plus tard, ben, c'est pas grave. Donc il y a des voies accessoires de fixation des xénobiotiques dans la matrice capillaire. Eh bien, c'est la sueur ou le sébum. Ça peut apporter une partie des toxiques. Ce n'est pas la voie majeure. Donc c'est pour ça que déjà on entrevoit les phénomènes de contamination, c'est-à-dire des partenaires qui sont très proches. Ça peut être aussi un enfant, pourra être contaminé par la mère, par le parent qui consommera des toxiques. C'est-à-dire que dans les cheveux de l'enfant, on pourra retrouver des stupéfiants par exemple ou des médicaments. Et ça on le sait maintenant. Avant on ne le savait pas, mais c'est-à-dire que donc si on veut savoir si des enfants ont subi une maltraitance, eh bien, d'autant plus que les cheveux des enfants sont plus poreux, donc ils pourront fixer plus les xénobiotiques. Donc, si on fait les prélèvements et qu'on trouve des produits, des stupéfiants ou des médicaments dans les cheveux des enfants, des psychotropes, eh bien, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu administration de substances à l'enfant. Il y a des signes qui disent que, enfin, il y a des signes qui parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que de toute façon, au niveau distal, on trouvera quasiment plus rien. Il y a une vitesse de décroissance, il y a une décroissance dans les concentrations. Donc on le voit. Et les cheveux, la pousse des cheveux est plus lente lorsqu'ils sont frisés, bouclés. Voilà, donc on prélève une mèche de la taille du diamètre d'un crayon à papier, d'un petit doigt, quoi. Et il faudrait en faire 3 mèches, idéalement, 3 mèches, parce qu'il y a différentes classes pharmacologiques à tester, dont le GHB. Et ça nécessite, comme c'est en très faible concentration, c'est de l'ordre du picogramme par milligramme de cheveux, ça nécessite beaucoup de matrices, quoi. Idéalement, s'il n'y a pas, si vous n'arrivez pas à prendre, si le préleveur n'arrive pas à prendre une mèche de ce diamètre-là, c'est pas grave, même avec un demi-crayon, un demi-petit doigt de diamètre, on arrive à le faire. Mais idéalement, c'est 3 mèches de cette grosseur. Et puis, on oriente le côté distal du côté proximal. Donc, on va fixer 1 cm du côté proximal pour pouvoir orienter le cheveu, savoir quel est le côté récent du côté tardif. Voilà, et on met dans une enveloppe, ça se conserve comme ça, sous enveloppe, dans du papier. Surtout pas au froid, au frais, à température ambiante. Donc après, une fois qu'on a prélevé, il y a différentes étapes au niveau du laboratoire qui sont effectuées. Des contaminations par des solvants organiques, par l'eau, parce qu'il faut éliminer tout ce qui a été pu venir se fixer sur le cheveu par l'extérieur. Si la personne est en contact de personnes qui consomment du cannabis, on retrouvera du cannabis, du THC dans les cheveux. Donc il faut faire des lavages successifs, une segmentation si nécessaire. On va segmenter centimètre par centimètre ou 2 ou 3 cm par 2 ou 3 cm, parce qu'à ce moment-là, on pourra avoir une idée de la consommation au cours du temps. Je vous donnerai des exemples. L'extraction des produits et puis l'analyse des produits, et puis donc la sensibilité analytique, c'est de l'ordre de 0,05 nanogrammes par milligramme pour le THC, sont des exemples. Pour les fentanyl, c'est pareil, 0,02 à 0,05 nanogrammes par milligramme.
Mais par exemple, le LSD, on descend à l'ordre du picogramme par milligramme. C'est 0,012. Il y a 12 chiffres après la virgule, grammes par milligramme, quoi. Donc ça descend très très bas. Les méthodes qui sont utilisées, eh bien, elles n'existent pas en Nouvelle-Calédonie. Ce sont des appareils qui coûtent très cher, entre 400 000 et 800 000 euros, les appareils neufs. C'est de la chromatographie couplée de la spectrométrie de masse, c'est-à-dire qu'on casse les molécules, puis on va casser les molécules, les petits fils de ces molécules, tout ça, etc., pour pouvoir descendre très bas en sensibilité et avoir une identification parfaite. Donc méthode de chromatographie gazeuse pour les molécules volatiles, liquide pour les molécules non volatiles, et puis de la torche à plasma pour les métaux et les métalloïdes, comme l'arsenic ou les métaux lourds, le mercure, etc. Donc je vous ai donné là, je vous donne des méthodes rapidement et les limites de quantification. Donc c'est ça, de l'ordre du picogramme, on peut descendre au picogramme par milligramme. Là, on rentre dans le vif du sujet. Ce sont des cas en Nouvelle-Calédonie, des cas médico-judiciaires. J'ai commencé à en faire en 2009. Donc, qu'est-ce que c'est? Surtout des cas de soumission chimique. Qu'est-ce que la soumission chimique? Eh bien, c'est l'administration à des fins criminelles ou délictuelles de substances psychoactives à l'insu de la victime. C'est le terme que l'on retiendra. C'est à l'insu de la victime. C'est-à-dire que la victime n'est pas au courant qu'elle prend des produits psychotropes, à différencier de la vulnérabilité chimique, où la victime sait qu'elle a consommé des psychotropes, et la plupart du temps c'est l'alcool ou du cannabis. Ça peut être aussi, j'ai un cas où c'est du LSD, et voilà, elle sait qu'elle a consommé, et il y a une personne qui va en profiter, quoi. Donc, alors qu'est-ce que c'est la molécule, le produit idéal dans le cadre de la soumission chimique? Eh bien, c'est faut qu'il n'ait pas de goût, qu'il agisse à faible concentration, qu'il agisse rapidement et qu'il s'élimine rapidement. C'est le produit, et puis qu'il y ait une amnésie aussi, c'est bien. Donc c'est le produit idéal de soumission chimique. Alors c'est le premier cas, c'est un monsieur, donc ils ont se posé, est-ce que c'est une soumission chimique ou une vulnérabilité chimique? Il se plaint, il a des antécédents d'alcoolisme chronique et il allègue une soumission chimique au LSD. L'examen clinique, il n'y a rien. Quand il arrive à l'UMJ, aux urgences, il n'y a rien. On fait des prélèvements biologiques assez tardifs, plus 24, mais c'est quand même à 24 heures, c'est pas si tardif que ça. Et les prélèvements capillaires sont faits 5 semaines après les faits. Et ils ont une longueur de 6 cm. On fait 3 segmentations. Une première segmentation qui va comprendre l'analyse des médicaments et des stupéfiants. Et une autre segmentation qui va comprendre le dosage de l'éthylglucuronide. Et l'éthylglucuronide, c'est le marqueur de la consommation excessive d'alcool. C'est-à-dire que quand vous consommez de l'alcool, l'alcool va se complexer à des acides gras et pour former entre autres de l'éthylglucuronide, ça peut être l'éthyl autre chose, étalone. Là, c'est l'éthylglucuronide. Et donc, naturellement, on ne saura pas si à l'instant T, il aura trop consommé d'alcool, mais on peut avoir une idée si c'est un alcoolique chronique ou si c'est un consommateur modéré ou s'il ne consomme pas du tout. Là, il se trouve que lorsqu'on lui a fait le prélèvement sanguin, on a trouvé 0,80 g par litre d'éthanol dans le sang. Donc il était sous influence de l'alcool au moment du prélèvement. Et dans les cheveux, on n'a rien trouvé parce que les LSD, ils ont suspecté une consommation de LSD, une administration de LSD. Il n'était pas détecté. La vitesse d'élimination du LSD, elle est très très rapide. Au bout de 24 heures, on ne trouvera plus rien dans le sang. Et dans les urines, c'est un peu pareil. Et par contre, dans l'analyse capillaire, on a trouvé du LSD dans le segment d'intérêt, c'est-à-dire 0,2 cm. Donc le cheveu, il pousse d'1 cm par mois. On va segmenter, on va faire des segments de 2 cm. Donc on aura 2 mois, 2 mois, 2 mois. Donc on aura 0,2 mois, 2 mois, 4 mois, 4 mois, 6 mois, etc., etc. Si on fait 3 cm ou si on fait 1 cm, on aura mois par mois. Et vous verrez, pour le GHB, on réduit encore plus cette fenêtre. C'est 0,30 cm par 0,30 cm. Donc on arrive à la semaine, quoi, quasiment. Donc cette personne, et on voit que l'éthylglucuronide, sur toute la longueur du cheveu, il est supérieur à 50 picogrammes par milligramme, qui signe une consommation d'alcool très importante. Donc il y a eu soumission chimique
parce qu'il y a eu administration de LSD, mais sur une vulnérabilité chimique, parce qu'en plus de ça, c'est un alcoolique chronique. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais le gars, il prenait de l'alcool, et puis il y a eu soumission chimique, parce qu'on lui a administré du LSD à l'insu de son plein gré. Là, c'est une dame qui consomme de la doxylamine à la demande, c'est du Donormil, c'est pas sur ordonnance, je pense. Donc, un comprimé au coucher à la demande, elle déclaré une agression sexuelle par son ex-conjoint il y a 3 mois. Et donc, elle se plaint d'amnésie partielle lors de cette période-là. Et donc, il y a une analyse des cheveux, différents segments, 0,2 cm, 2,4 cm, 3,4 cm, etc. Et on voit qu'il y a un bruit de fond de 79 picogrammes par milligramme, qui est le bruit de fond thérapeutique, parce qu'elle en prend de la doxylamine de façon régulière, et qu'au niveau du segment d'intérêt, c'est-à-dire elle dit que c'était il y a 1 mois, non, il y a 3 mois, donc c'est le segment 2,4 cm qui fait à peu près qui fait la période. On voit qu'il y a un pic de concentration qui est au-dessus de 2000 picogrammes par milligramme, donc c'est un pic très important. Cette femme a été exposée à une administration massive de doxylamine. Au moment de, voilà. Donc maintenant, c'est pas au toxicologue de dire voilà, elle a été droguée. C'est l'enquête judiciaire qui le dira. Mais au moment des faits, il y a eu administration de doxylamine en grande quantité, en quantité plus importante. Madame G, c'est le cas numéro 3. Elle est à 30 cm de cheveux. Elle se déclare des viols avec administration de substances de 2010 à 2020. Mais le problème, c'est que cette dame, elle arrive à l'unité médico-judiciaire de proximité du CHT en novembre 2024. Bon, mais ils disent qu'on va quand même la prélever et puis on va analyser. Mais les faits, déjà, on sait qu'on passera à côté des faits. C'est beau avoir 30 cm de cheveux, même si ces cheveux poussent de façon très lente, on va jamais trouver les produits. Gros problème, parce que qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé déjà de la kétamine, qui est un stupéfiant sédatif hallucinogène, à des concentrations inférieures à 2 picogrammes par milligramme, donc ce sont des administrations occasionnelles mais répétées, parce qu'on a trouvé sur plusieurs segments qui correspondent à fin 2021-2022, donc il faudra exclure l'usage hospitalier. On a trouvé de la doxylamine, qui est l'antihistaminique H1 sédatif, c'est le Donormil, présent sur toute la longueur, sur tous les 30 cm, à concentration thérapeutique. Alors, donc il y a eu une administration régulière. La dame a déclaré ne rien consommer. Hein. Bon, déjà, on a trouvé de l'hydroxyzine, la Tarax, qui est l'antihistamique H1 tranquillisant sédatif, sur 27 cm, donc administration occasionnelle mais répétée. On a trouvé du zopiclone, qui est détecté à partir de 2023 jusqu'au 15e centimètre, prise occasionnelle répétée plus fréquente en 2024, à concentration thérapeutique sur plusieurs segments, du cannabis, détecté 2023-2024, avec consommation occasionnelle ou contamination par un partenaire qui consomme, puisque les concentrations de THC sont inférieures à 0,05 nanogrammes par milligramme et on ne trouve pas le métabolite THC-COH dans les cheveux. Si on ne trouve pas le métabolite, on ne sait pas comment est arrivé le THC. Peut-être que ça veut dire que c'est une contamination. Voilà. On a retrouvé de la codéine, début mi-2024, prise occasionnelle ou contamination parce que c'est inférieur à 2 picogrammes par milligramme. De la cocaïne sur deux segments, alors inférieur à 2 picogrammes par milligramme. Est-ce qu'elle a consommé ou est-ce que c'est une contamination par contact rapproché avec un partenaire qui consomme? Voilà, la période déclarée 2010-2020, elle n'est pas couverte par l'analyse des 30 cm, mais bon, on a trouvé plein de choses. Comment interpréter ça? Puisqu'il y a 7 molécules utilisables en soumission aux vulnérabilités chimiques, la kétamine, l'hydroxyzine, doxylamine, zopiclone, des administrations répétées sur plusieurs mois, de 2022-2024. Donc est-ce que la personne aussi a bien déclaré, enfin je veux dire, est-ce qu'elle a tous ses esprits? Peut-être que c'est plus récent, enfin ces agressions, on ne sait pas. Ouais, le GHB, on n'est pas allé au-delà de 6 mois, parce que je veux dire, le GHB, on en produit tous du GHB. Et vous verrez que le GHB exogène, il va finir par se diluer, se mélanger avec le GHB endogène.
C'est-à-dire qu'après, on ne pourra plus interpréter des concentrations de GHB au-delà de 6 mois. Donc la suite de travail de l'enquêteur, c'est vérifier s'il y a eu des hospitalisations concernant la kétamine, déterminer ses prises volontaires ou à insu, documenter s'il y a des agressions durant 2022-2024 et confronter avec les témoignages et autres preuves. Donc là, dans ces deux cas, il s'avère qu'en fait, c'était de la vulnérabilité chimique parce que l'enquêteur, l'enquêtrice, l'OPJ a dit mais en fait cette dame elle consomme voilà, elle consomme des stupéfiants, des médicaments, etc. Donc c'est de la vulnérabilité chimique. La vulnérabilité chimique, elle est condamnable aussi au pénal. Monsieur X à qui on vole ses affaires au cours d'une fête. Donc il dit qu'on lui a administré du LSD. Alors Monsieur X, 35 ans, rapporte a été victime de soumission chimique lors d'une soirée à l'île aux Canards, suivie de vol de ses affaires. Le sang, l'urine et les cheveux, 33 cm bruns, ont été prélevés, respectivement, sang et urine 6 heures après les faits, donc c'est très rapide, et 4 semaines après les faits. Il décrit des effets semblables à ceux du LSD parce qu'il dit qu'il a déjà consommé du LSD. Voilà. Donc on va faire 3 segments, 0,2 cm, 2,4 cm, 4,6 cm. Donc les segments d'intérêt, c'est 0,2 cm, ce qui vient un mois, c'est ça, après les faits. Donc segment d'intérêt. Et puis on va tout rechercher. Donc on recherche tout. On va toutes les molécules de la soumission chimique. La première molécule de soumission chimique, c'est-à-dire celle qui est le plus utilisée en France, ça c'est les dernières études de l'ANSM, tout produit confondu, c'est l'ecstasy, c'est la MDMA dans la soumission chimique. Le GHB, il vient en dernier. Le GHB est utilisé surtout dans le chemsex. Voilà, donc, mais il n'est pas utilisé en France, ni en Nouvelle-Calédonie, dans la soumission chimique. Donc quand on vous dit j'ai reçu du GHB, on m'a administré du GHB, la drogue du violeur, c'est toutes les autres molécules qu'on peut utiliser, tous les psychotropes qui vont désinhiber, tous les sédatifs sont c'est la drogue du violeur. Mais le GHB, et contrairement à un documentaire qu'il y avait eu, il n'est jamais utilisé en Nouvelle-Calédonie jusqu'à maintenant, et très rarement en France, dans la soumission chimique. Donc il y avait de l'alcool dans le sang à 1,41 g par litre, et on a retrouvé effectivement du LSD, inférieur à 0,2 nanogrammes par millilitre dans le sang, dans l'urine, 0,7 nanogrammes par millilitre, et son métabolite. Donc il y a eu une exposition, effectivement, lors de la soirée, qui est contemporaine des faits supposés, des faits. Et on n'a retrouvé rien d'autre dans le sang et dans l'urine. Donc il y a eu ces prélèvements capillaires. Effectivement, dans le segment 0,2 mois, on a trouvé du LSD inférieur à LQ, c'est limite de quantification, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez pour qu'on puisse quantifier, mais on en a trouvé. Donc il y en a eu du LSD. Tout va bien, mais le problème c'est que dans les segments antérieurs, donc, qui correspondent à la période antérieure, on a trouvé aussi du LSD, et de façon, donc, dans tous les segments, les deux autres segments, donc il y a eu consommation régulière aussi du LSD. Donc en fait, cette personne, elle a consommé du LSD, pas seulement le soir des faits. Donc on n'est plus dans un cadre de soumission chimique. Et puis qu'est-ce qu'on a trouvé aussi? On a trouvé, sur les 3 segments, on a trouvé de la kétamine. Donc la personne, c'est aussi un consommateur de kétamine, inférieur à 2 picogrammes par milligramme, donc c'est des consommations occasionnelles mais régulières. Enfin oui, régulières, ponctuelles, mais sur les 3 mois, sur les 6 mois. Sur les 6 mois. Du citalopram à des concentrations qui sont infrathérapeutiques. Le citalopram, c'est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Donc on peut en abuser, ce ne sont pas des concentrations thérapeutiques. Là, ça peut être utilisé comme ça. Et du THC sur ces mêmes segments, 0,05 nanogrammes par milligramme. Voilà, c'est une exposition au cannabis, soit il a consommé, soit il était au contact d'un partenaire qui en consommait. Voilà, donc là, c'est de la vulnérabilité chimique, et il a reconnu avoir finalement, il a vu la personne, le barman qui lui a mis un produit, enfin le barman, non, je ne sais pas si c'est le barman, il a vu une personne qui a mis dans son verre un produit, et il l'a consommé en croyant que c'était du LSD. Et après, on lui a piqué ses affaires. Donc, mais bon, il a quand même consommé en connaissance de cause.
Donc voilà, c'est de la vulnérabilité chimique. Le dernier cas, c'est Mademoiselle Z, agression sexuelle au décours d'une soirée. Donc c'est une analyse capillaire, donc elle décrit des troubles, amnésie, mais c'est pas amnésie totale, hein, c'est amnésie avec des rêves, enfin des flashs, tout ça, etc. Il y a quelque chose qui la tourmente, quoi. Je veux dire, l'amnésie, le blackout total, ça n'existe pas en théorie. Et donc, puis le problème, c'est qu'il y a eu perte d'urine dans le lit, tout ça, elle a été troublée au décours d'une soirée par son ex-petit copain, donc elle pense qu'elle a été droguée, ça l'a traumatisée, voilà, et puis donc 5 mois après les faits, elle fait un prélèvement, je lui fais un prélèvement capillaire. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Segment 0,3 mois, 14 picogrammes par milligramme d'alprazolam, ça c'était bien le traitement qu'elle avait décrit, qu'on lui avait donné, son médecin traitant. Le segment d'intérêt c'est 3-6 cm, et bien on retrouve rien, pas d'alprazolam. Voilà, on voulait connaître sa consommation d'alcool. Bon, je ne sais pas si c'était important, on n'était pas obligé de le faire, mais le laboratoire expert, il l'avait fait de façon systématique. 18,4 picogrammes par milligramme, bon, bah, c'est pas de la... Ça ne veut pas dire, on ne sait pas combien d'alcool aura consommé au cours de la soirée, mais on peut dire qu'elle est juste consommatrice modérée d'alcool, quoi, ouais. Et ensuite, par contre, sur le segment d'intérêt, on retrouve de la kétamine, inférieure à la limite de quantification. Donc, on n'a pas pu doser la kétamine, mais on en a trouvé. Donc il y a eu administration de kétamine sur le segment justement qui entoure la période d'effet supposé. Donc toutes les autres recherches sont négatives. Donc je lui ai dit d'aller porter plainte. Ouais, je sais pas la suite. Ça c'était en 2009, ça a été jugé. C'était un beau-père, un affreux qui emmenait ses nièces et puis ses belles-filles sur un îlot au large de Ducos, et puis elles avaient décrit, elles étaient mineures, hein, des agressions sexuelles, et au gendarme j'ai dit cherchez dans la pharmacie familiale, voir si vous trouvez du Stilnox, des trucs comme ça. Et effectivement, chez les trois filles, eh bien, on a trouvé du zolpidem au niveau de la période qui entoure les faits, 30 picogrammes par milligramme, 29 picogrammes par milligramme, et puis 13 picogrammes par milligramme. Il y en a une, c'est sur les 3 segments. Donc le dernier, là, le segment distal, 5 picogrammes par milligramme, c'est plutôt une diffusion. La molécule va diffuser vers le bout du cheveu. Mais c'est. Voilà. Donc on a 26 et 30 picogrammes chez cette dernière-là. Chez Priscilla, il y a eu plusieurs administrations de zolpidem. Donc cette personne, elle a été jugée, hein, et condamnée à je ne sais pas combien de réclusion criminelle. Alors, pardon. Ah oui. Ça, c'est une dame qui décrit, qui pense avoir été soumise chimiquement par son compagnon, son ex-conjoint. Donc, tout est négatif, excepté pour le zolpidem. Donc, le zolpidem, le problème, c'est qu'au niveau, on retrouve du zolpidem partout, et on retrouve. Mais par contre, au niveau de la période qui est intéressante, c'est 3-6 cm, on trouve 161 picogrammes par milligramme. Donc il y a eu administration importante de zolpidem, parce que c'est pas une concentration thérapeutique, sa concentration thérapeutique c'est 13,44, mais c'est pas 161 picogrammes par milligramme, c'est plus important. Donc ça, c'est l'enquête qui devra déterminer si la dame, on lui a administré plusieurs fois, ou si elle prend ça comme traitement, et puis que cette fois-ci, on lui a donné plus. Donc le GHB, j'ai dit que le GHB, c'est une molécule idéale, ça n'a pas trop de goût, ça agit très rapidement, ça donne une amnésie, ça s'élimine très rapidement. Voilà. Mais le problème, ça disparaît du sang en 2-5 heures, 12 heures dans les urines, donc après on n'en trouve plus en général quand ça arrive. Donc voilà, des propriétés amnésiantes, c'est classé stupéfiant. Si on en donne à forte dose, il peut y avoir une dépression respiratoire et un décès. Mais chez le vivant, on en produit tous du GHB inférieur à 1 mg par litre dans l'urine et dans le sang aussi. On en produit tous. En post-mortem, eh bien, dans le sang, on en aura jusqu'à 50 mg par litre, donc, mais dans les urines, ce sera quelques milligrammes par litre. Et dans les cheveux, on en a de 0,8 à 2 nanogrammes par milligramme. Voilà, ça peut monter. Comment interpréter une concentration de GHB dans les cheveux? Ce qu'il y a, comme on en produit tous, on va en trouver dans les cheveux.
Donc ben voilà, et en fait, on va segmenter. Il y aura des segments centimètre par centimètre, voire un peu moins. Là, on est près du cuir chevelu, donc on en a un peu plus, puisqu'il y a contamination par le sébum, par la sueur, etc. Et puis on voit que ici, on est toujours dans cette zone-là, quoi. Il n'y a pas de pic. Normalement, on devrait trouver un pic s'il y avait administration de GHB. Donc, je passe, hein, je dis, donc, si on observe uniquement au niveau du segment d'intérêt correspondant à la période d'effet supposée une augmentation de la concentration de GHB, il s'agit très probablement de GHB exogène. Voilà. Donc, au-delà de 6 mois, on ne peut plus interpréter, parce que le GHB exogène se sera dilué avec le GHB endogène. Donc, on ne pourra pas l'interpréter. On peut le doser, mais on ne pourra pas interpréter les concentrations de GHB. Là, c'est pour montrer le rendu d'un rapport. Le rendu d'un rapport, là en fait c'est la dame qui prenait du zolpidem. Là on est à 1,4 nanogrammes par milligramme près du scalp, 1,3 et puis 0,96. Puis au niveau de la période d'effet, on est à 0,57, 0,58. Donc on n'a pas de pic de GHB, il n'y a pas eu de GHB. En addictologie, bon, j'ai fini avec la soumission chimique, il me reste 10 minutes, un peu plus. Eh bien, on peut très bien suivre le sevrage d'une personne. On voit si la personne va diminuer ses consommations. Là, ce monsieur, il diminue sa consommation de cocaïne, puisqu'il y a 8-12 mois, il était à 96,6 nanogrammes par milligramme dans les cheveux. Puis 4-8 mois, il était à 14,4 et il est à 7,9 nanogrammes par milligramme, 0,4 mois. Voilà. Et puis la benzoyégonine, c'est le métabolite, il se fixe dans les cheveux aussi, ça diminue. Par contre, il consomme du cannabis, de façon assez importante. Il consomme du cannabis, voilà, et il consomme du LSD aussi. Voilà, il consomme du cannabis, donc il a diminué sa consommation de cocaïne, voilà. Et cette dame, elle consomme de la cocaïne, voilà, cocaïne, et consomme pas de LSD ou de façon très occasionnelle et on ne le trouve pas. Donc on peut utiliser en suivi addictologique. Là, on est au segment distal et on voit que pour ce qui concerne le THC ou son métabolite, le THC-COH, il y a une diminution de la consommation. La tendance est favorable. Attention aux shampoings, parce qu'il y a des shampoings qui peuvent masquer les produits, donc ils vont diminuer certains traitements capillaires vont diminuer les concentrations capillaires en toxiques. Maintenant, je vais vous parler de l'analyse des cheveux en clinique. C'est une étude que j'ai réalisée avec le docteur Charlot et Southwell. Donc on suivait des jeunes patients consommateurs de cannabis qui présentaient une bouffée délirante aiguë. Et le but, c'était de savoir s'il s'agissait d'une psychose cannabique, une pharmacopsychose, ou d'une entrée dans la schizophrénie. Donc une psychose chronique. C'est ça la difficulté. Pas obligé d'attendre. Là, je parle sous la responsabilité de mon maître. Et donc on n'attend pas 6 mois de voir d'évolution des troubles avant de poser le diagnostic, quoi. Donc il se trouve qu'en fonction des différents groupes de patients, témoins, psychose aiguë cannabique ou en général c'était schizophrénie, eh bien on a des différences significatives dans les concentrations capillaires de THC, de cannabidiol et de rapport cannabidiol sur THC. On arrive à discriminer, et donc le docteur Charlot comme le docteur Southwell se sont servis de ces résultats, soit pour les conforter dans leur diagnostic psychiatrique. En toxicologie environnementale, c'est une étude calédonienne, sur les pesticides, en collaboration avec le Luxembourg Institute of Health. On a recherché 153 molécules, 153 pesticides chez 47 enfants et adolescents de Nouvelle-Calédonie. Et puis on a regardé ce qui se passait par rapport à la métropole. Donc on a déjà dit on a 100% de détection de 17 molécules chez les enfants. On a 34 molécules dans plus de 90% des cas. Voilà. En tout, on a détecté 117 molécules. Mais qu'est-ce qu'on a détecté? Surtout, on a détecté 9 pesticides interdits en Europe, et dont 4 supérieurs à 50% de la population, du 2,4-DB qui est un herbicide interdit, qu'on a remis maintenant, l'Union européenne a réautorisé.
de l'oxadiazone, qui est un herbicide interdit, cialotrine, qui est un pyréthrinoïde interdit, bifentrine, pyréthrinoïde interdit en Union européenne. Donc il y a une différence, il y a un pattern différent entre la France métropolitaine et la Nouvelle-Calédonie, vous voyez. Et surtout, dans 100% des cas, on a détecté des endosulfons alpha et bêta chez les enfants. Donc c'est les organochlorés. Dichlordane dans 50% des enfants de Nouvelle-Calédonie. Donc on en détecte aussi en Europe, mais dans nettement moins de cas. Là, c'est 100%. Donc il y a surtout des pesticides organiques persistants qu'on retrouve en France, en Europe, et que là on retrouve dans 100% de nos enfants. Et ça peut être lié quoi? Ce qu'il y a, c'est qu'on en utilise toujours en Asie. On peut l'utiliser aussi encore dans le Pacifique, peut-être pas en Nouvelle-Calédonie, mais ça voyage. Les pesticides, ça suit les courants marins, les courants aériens, etc. L'alimentation, c'est très persistant, donc c'est normal qu'on les retrouve. Donc, on a voulu aussi doser les métaux lourds et voir chez ces mêmes enfants, on a pris une partie des prélèvements pour doser des métaux lourds, nickel, plomb, etc., etc., etc. Donc, et on a trouvé chez ces enfants des niveaux élevés de contamination par les métaux lourds, sans qu'on puisse le rapporter à une activité minière quelconque, ni à une industrie minière. C'est-à-dire que dans les sols, déjà, le bruit de fond est très élevé. Le sol, il est atéritique, et il n'y a pas besoin de faire une activité minière pour pouvoir être contaminé. On est tous contaminés. Et ce qui est important, c'est qu'on trouve du mercure. Ça, ce sont les comparaisons des valeurs calédoniennes maximales et internationales. Donc le nickel, on est déjà au-dessus de toutes les maximales internationales. Donc il faut suivre ces enfants, c'est une étude métallique à santé. Je crois qu'il y a un rendu prochainement, il y a eu un rendu. Donc il faut suivre ces enfants parce que c'est le cocktail qui est intéressant. Je veux dire, il y a un cocktail de produits qui sont potentiellement toxiques, les métaux, les pesticides, etc. Il faut savoir si les métaux lourds, donc leur paillage, c'est intéressant. On a tout en Colombie, le professeur Robert Bell, des analyses capillaires dans les cheveux des enfants, de leur paillage, c'est des enfants qui sont contaminés, etc. Au Pérou aussi, ils sont contaminés. L'étude Mergutox a fait le dosage de mercure dans les cheveux des enfants et des femmes enceintes en Guyane, qui sont contaminés aussi. Dans les populations amérindiennes qui consomment des poissons, les poissons, ils ont du méthylmercure, il n'y a pas de mercure, tout ce qui se déverse dans le paillage illégal, se déverser dans les lapins, etc., etc. Donc voilà, j'arrive à la conclusion. Donc les points forts de l'analyse capillaire, c'est une fenêtre de détection étendue des mois contre des jours dans l'équipe de biologie. Prélèvement non invasif, ça fait pas mal. Voilà. Le stockage, une stabilité des cheveux. La segmentation permet un historique de la consommation. Les limitations, il y a une contamination environnementale, il faudra faire bien procéder au nettoyage. Le délai d'émergence, c'est pas avant 10 jours. De toute façon, on va attendre 4 semaines, 5 semaines. Donc c'est pas immédiat. De toute façon, on attend, c'est pas pressé, c'est bien. Si la personne loupe le prélèvement, le sang d'urine, c'est pas grave, on prendra les cheveux. C'est même recommandé d'attendre. Influence de la maladie, il y a des concentrations plus élevées dans les cheveux noirs. Voilà. Et interprétation prudente si faible concentration, si elle est contactée de poids. Le coût moyen, c'est les paroles stupéfiants, c'est 120 €. Si on fait un stupéfiant, 1 300 € avec segmentation, ce qui est médicament, 1 900 € dans le cadre de soumission chimique. Donc c'est cher, ce sont les méthodes qui sont très chères. Vous voyez que c'est des appareils très chers, ils sont chronophages, il faut une expérience, ce sont des laboratoires qui ne font que ça. Voilà. Maintenant, c'est la nomenclature des actes médico-judiciaires. S'il y a un dépôt de plainte, si c'est accepté, ça sera remboursé normalement. Si le magistrat veut bien faire le prélèvement. Voilà. Donc, j'en ai parlé, traitement cosmétique, il faut noter, quand on fait le prélèvement, il faut noter qu'on puisse en tenir compte du traitement cosmétique. Voilà. Voilà. Et un dernier cas pour la route, c'est un cas réunionnais récent. C'est une femme enceinte de 5 ans qui fait une fausse couche à domicile, 2 ou 3 jours après avoir bu des bières sans alcool offertes par son compagnon. Elle découvre que son partenaire a effectué des recherches sur son ordinateur sur la façon de procéder à une IMG. Elle porte plainte à la gendarmerie. Donc,
Le segment d'intérêt, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, 0,3 cm, on trouve d'un effet Priston, inférieur à la limite de quantification. Donc, la dame, on lui a administré du RU 486. Donc, le contrat gestif, il a fait carrément avorter. Donc, il y a eu condamnation, jugement, etc. Donc, ça peut aller loin. Hein. Donné dans les biens du RE 486, voilà, ça peut être dans l'alimentation aussi. Voilà, perte des nerfs. C'est le cas de Néo-Calédonien. Une jeune femme consommateur d'alcool, 30 minutes après, qu'est-ce qu'elle sent? Nausée, somnolence, céphalée, dépose plainte tardivement. Prélèvement capillaire UMJ après 1,5 mois. Analyse sur les 12 cm proximaux. On trouve sur tous les segments d'oxomémazine. C'est du toplexil, je crois. Donc l'anti-H1 sédatif, antitussif, c'est une phénotiazine, très fortement sédatif. Sur S1, 16 picogrammes par milligramme, mais le segment d'intérêt, on trouve 117 picogrammes par milligramme. Donc comment interpréter ça? Bon, si la dame n'a pas consommé de toplexil de façon régulière, ça on ne peut pas. Il y a eu l'administration de toplexil de toute façon. Le segment d'intérêt, c'est à 117 picogrammes par milligramme, et le reste, c'est de la diffusion longitudinale. C'est-à-dire qu'à partir de la fixation, ça s'est diffusé dans les deux sens. D'autant plus qu'au niveau du segment S4, c'est-à-dire correspond à la période plus âgée, on est à inférieur à 10 picogrammes par milligramme. C'est ça très vraisemblablement. Voilà. Et je voulais parler avant dernière BIAC, et en tournant à ce que j'ai vu hier. La recommandation 2026 concernant les soumissions de vulnérabilité de soumission chimique, eh bien, non, toutes substances confondues, c'est la MDMA qui reste le principal agent de soumission chimique, après la sédatif, tramadol, diazépam, cyclérésine. Je suis étonné que la cyclérésine, qui fait une face, vous ne savez pas trop dormir quand même. Et des anesthésiques locaux. C'est-à-dire qu'on administre des anesthésiques locaux ça fait dormir. En ce qui concerne la vulnérabilité chimique, c'est l'alcool, le cannabis émanant le protoxyde d'azote en France. Protoxyde d'azote. Et dans la soumission chimique, il y a d'autres molécules maintenant, que j'appelle des agents incapacitants, des antihypertenseurs, parce que ça donne des malaises. Et certains les diurétiques, parce que le cas de 2026, hein, les 250 victimes de Christian Rennes, je ne donnerai pas son nom, un ex-fonctionnaire mis en examen pour soumission chimique appelé à se manifester au plus vite, l'homme qui droguait les femmes pour les forcer à uriner devant lui a été mis en examen par les deux groupes d'instruction. Voilà. Donc il leur donnait du furosémine, il leur donnait pour les mettre mal à l'aise et ça. Donc il pisse devant lui. Quoi. Merci de votre attention. Bonsoir, donc, je suis le docteur Juliette Lévesque, je suis médecin au centre de soins en addictologie, je suis médecin généraliste et j'ai choisi un peu ce sujet parce que j'ai de plus en plus en fait, de patients dépendants de la cocaïne. J'en ai pas eu beaucoup, hein, mais quelques-uns là récemment. Et puis aussi des retours des patients en consultation qui me disaient que le prix baissait, qu'il y en avait de plus en plus sur le territoire. Voilà. Donc pourquoi il y en a de plus en plus sur le territoire? Comme vous voyez, en fait, il y a des routes un petit peu finalement du trafic. Donc maintenant, il y a des nouvelles routes qui vont surtout vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Parce que en fait, les Australiens et les Néo-Zélandais sont très consommateurs de cocaïne. Hein. Il y en a à peu près 3% des adultes. Alors qu'en Europe, on est plutôt à 1,1% et aux États-Unis 1,6%. Alors surtout de manière plutôt occasionnelle. Hein. Voilà. Et il y a des saisies récentes aussi qui montrent des quantités très importantes, plusieurs tonnes. Et puis finalement, les îles en fait, du Pacifique qui sont sur la route, elles deviennent en fait des zones de transit. Donc c'est pour ça qu'il y en a de plus en plus, par exemple à Fidji, au Vanuatu, au Tonga. Donc en Calédonie, on a eu l'histoire de l'île des Pins, où il y a des ballots en fait, qui ont échoué sur l'île des Pins. Il y a eu une saisie de 67 kilos, c'est récent, hein, entre mars et mai 2025. En fait, ils les transportent soit dans des conteneurs, soit dans des ballots.
Voilà, il y a eu une très grosse saisie au large, je crois que c'est à 300 000 nautiques de la Calédonie, il y a eu quand même 2,5 tonnes qui ont été interceptées en juin 2025. Donc on sent quand même qu'on est de plus en plus finalement sur les routes. Donc est-ce que c'est une situation émergente en Nouvelle-Calédonie? Probablement oui, même si bien sûr ça existait. Il y a toujours eu de la cocaïne dans les milieux aisés, festifs, parce que le prix était quand même assez cher. Le prix était au moins de 25 000 à 30 000 le gramme. Et là, les patients, en fait, ce qui me rapporte, c'est que le coût a beaucoup diminué. Et que on peut trouver de la cocaïne entre 10 000, 15 000, voire moins parfois, le gramme. Alors je vous rappelle, en France, c'est 50 € à 60 € à peu près le gramme. Alors c'est un phénomène émergent, mais qui quand même est comme ça en croissance. Et surtout, il y a une disponibilité croissante avec la diminution du prix, mais surtout, c'est quand même une cocaïne dont la pureté est très élevée. Ça se diffuse dans les milieux festifs, population aisée, mais pas que. J'ai de plus en plus de retours sur des usages dans les squats, chez les adultes jeunes, et des polyconsommations fréquentes, alcool, cannabis, cava. Alors ça pose quand même, à mon avis, des enjeux de santé publique, parce qu'on manque quand même beaucoup de données épidémiologiques. Local, il y a peu d'études sur la prévalence, il n'y a que le baromètre santé, mais qui est quand même très sous-estimé. Il y a un risque d'implantation de réseau, même si pour l'instant ça n'a pas l'air d'être encore très... je ne suis pas très au courant de tout non plus. Une risque de diffusion, et puis des difficultés de surveillance, parce qu'il y a un territoire maritime quand même qui est très important. Donc c'est quoi la cocaïne? Donc la cocaïne, c'est en fait c'est ce petit arbre là-bas, le cocaïer, qui pousse en Amérique du Sud. Et puis après un processus chimique, on va obtenir en fait une poudre. Donc soit c'est une poudre blanche, c'est le chlorhydrate de cocaïne, une poudre blanche floconneuse et cristalline qui est peu soluble dans l'eau. Et puis après, on peut aussi avoir une autre forme qui est le crack ou la freebase. Donc en fait, on va mélanger la cocaïne soit avec du bicarbonate de soude et on va obtenir comme un espèce de caillou, comme une roche, soit la freebase qui est mélangée avec de l'ammoniac. Et là, on peut l'utiliser. Alors vous voyez, là, c'est un peu petit peut-être sur l'image. Là, c'est toutes les pipes. En fait, c'est chauffé et inhalé. En clinique. Donc pourquoi les gens consomment? Parce qu'ils trouvent ça agréable. Donc parce qu'il y a une sensation d'euphorie, de désinhibition, on a l'impression d'avoir des performances cognitives et physiques qui sont très augmentées. Et puis surtout, on arrive aussi à parler beaucoup plus facilement aux autres. Et puis il y a une stimulation aussi, aussi du plaisir sexuel, donc ça peut être utilisé que dans ce cas-là. Et puis aussi, il y a une autre manière, c'est pour se sentir mieux, donc en automédication. Donc quand on est par exemple très fatigué, on bosse beaucoup, et puis finalement on en prend, et puis finalement on trouve que c'est facile pour tenir dans la dépression et dans l'anxiété. Le profil des patients, donc il y a les simples expérimentateurs, les gens qui vont essayer. Il y a les usagers du week-end. Alors ceux-là, c'est ceux qui, à mon avis, il faut plutôt les détecter et plutôt essayer de les repérer, parce que c'est des gens qui finalement pensent qu'ils gèrent leur consommation. Mais en fait, ils vont prendre tous les week-ends et puis après, ils vont commencer le vendredi, après le samedi. Et puis le dimanche, ils vont être moins bien. Le lundi, ils ne sont pas très en forme au boulot. Le mardi, ils récupèrent. Et puis le mercredi, ils se disent ce week-end, il faudrait peut-être que je trouve un plan quand même pour chercher un petit peu de cocaïne. Donc ils sont quand même envahis psychiquement par finalement l'usage et rechercher la cocaïne. Il y a après je vais pas tous les détailler. Alors ceux qui sont addicts finalement au crack. Alors on pensait au départ, en France, le retour, avant c'était surtout des populations précaires et ça se diffuse vraiment dans tous les milieux de plus en plus. Et aussi, c'est souvent quand même des polyconsommateurs, tabac, alcool, cocaïne, cannabis.
ou autres, hein, kétamine, MDMA. Alors les effets recherchés, donc c'est une exaltation de l'humeur, un sentiment de toute puissance intellectuelle, et puis surtout une sensation aussi de grande énergie, une indifférence à la fatigue, à la douleur. Les gens arrivent quand même à beaucoup mieux communiquer avec les autres, et puis une stimulation du désir sexuel. Au niveau de la cinétique du produit, c'est quelque chose qui va durer quand même très peu de temps. Hein, donc quand la cocaïne est stiffée, elle passe environ en 2-3 minutes et les effets durent entre 30 minutes à 1 heure. Et après, donc, il y a une espèce de descente et un désir finalement de reconsommer. Et basé, donc, quand on la fume, alors les effets immédiats, donc c'est le high, il est immédiat. Il y a un pic à 10 minutes. Et la durée vraiment maximum, là j'ai mis 30 minutes, c'est plutôt 20 minutes. Donc ça descend très vite, la cinétique est très rapide, donc il y a un effet vraiment, la dépendance peut s'installer beaucoup plus rapidement, parce qu'on sait que plus les produits ont en fait une cinétique rapide, plus finalement en fait le produit est addictif. Ça c'est la descente, donc les effets recherchés disparaissent, c'est vraiment l'inverse. C'est pas beaucoup plus, c'est prononcé, ça peut être désagréable, on peut avoir une sensation de fatigue, une inversion de l'humeur, une dysphorie, une anxiété, une irritabilité, le craving, alors je ne sais pas si c'est les envies compulsives en fait de consommer, des envies irrépressibles en fait de consommer, et puis des troubles de sommeil. Alors, faut pas oublier non plus qu'on peut avoir des surdoses, donc c'est une urgence médicale. Donc les signes cliniques, c'est l'augmentation de la fréquence respiratoire. On peut avoir un crispus, en fait les muscles qui se serrent énormément, une forte crispation des muscles, des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements. Et on peut bien sûr décéder par arrêt cardio-respiratoire ou une hémorragie cérébrale. Donc là, j'ai mis, parce que je suis très réduction des risques, qu'il fallait vraiment rechercher, en fait, en consultation, comment les gens consomment, même en leur donnant finalement des conseils, en leur disant, même si par exemple vous avez fait un rail de cocaïne, en sniffé, et que vous ne sentez pas les effets, ne le refaites pas tout de suite, parce que ça augmente la toxicité. Donc il faut attendre au moins plus d'1 heure. Et la limite tolérée, elle varie bien sûr d'un usager à l'autre, et puis en fonction de la tolérance qu'il a. Alors, est-ce qu'on est addict tout de suite? Non, pas forcément. Au départ, c'est un usage occasionnel, récréatif. Et puis finalement, après, on rentre dans une boucle, on a un usage plus intensif. C'est celui dont je parlais tout à l'heure, là, l'usager, entre guillemets, je gère. Et puis finalement, au fur et à mesure, avec le renforcement positif, c'est-à-dire la recherche des effets positifs, l'euphorie en particulier, on va rentrer dans la spirale de l'addiction. Et après, de toute façon, il n'y a que le sevrage, l'abstinence, parce qu'on sait que la réduction, en fait, la consommation contrôlée après avoir été dépendant de la cocaïne, c'est quasiment impossible. Et puis, bien sûr, comme dans toutes les maladies addictives, c'est une maladie à rechute. On peut rechuter. Donc l'addiction, c'est la perte de la liberté de s'abstenir. Donc comment on repère en clinique, en quelque chose qui soit plutôt simple, là on peut s'aider du DCM5 avec tous les signes cliniques, mais il y a 5 critères. Donc il y a le craving, l'envie irrépressible de consommer. Alors, on peut même l'évaluer pour la cocaïne aussi. L'usage continu malgré les conséquences négatives. Alors les conséquences négatives, ça peut être par exemple sur les relations personnelles, professionnelles, des dettes, il peut y avoir de nombreux dommages. Et puis aussi, il peut y avoir des complications somatiques, psychiatriques. L'usage continu, donc un usage régulier et chronique, pas une fois tous les mois. La compulsion, alors le craving, c'est vraiment l'idée de vouloir aller consommer, et la compulsion, c'est je ne peux pas m'empêcher en fait d'y aller s'il y en a, par exemple. Et la perte de contrôle, c'est l'impossibilité finalement de contrôler ce comportement. Je me dis le matin que
j'en consommerai pas, et le soir, finalement, j'en consomme. Donc il faut ces critères, ces 5 critères, en fait, ils doivent être là pendant au moins 12 mois. Et puis il y a des signes supplémentaires, la dépendance physique avec le syndrome de sevrage et la tolérance. La tolérance, c'est vraiment, il faut plus, en fait, les effets diminuent au fur et à mesure des consommations. Donc on est obligé de consommer des quantités plus importantes, en fait, pour ressentir les mêmes effets. Donc, alors, j'ai mis ça, c'est pour les gens qui ont un trouble de l'usage, bien évidemment. Donc le craving, c'est en fait central dans cette dépendance, hein, parce qu'en fait c'est une étape extrêmement difficile pour les usagers, ceux qui sont dépendants, parce qu'ils y pensent quasiment toute la journée. C'est des pensées obsédantes. Si j'en prends, je me sentirai mieux. S'il y en a, j'en prendrai. Si on en parle même en consultation, ça leur donne envie de consommer. Ça dure de quelques minutes à quelques heures. Et c'est très vite soulagé, bien évidemment, par la crise du Covid. Il y a même des facteurs, là j'ai mis en bas la cocaïne paraphernalia, c'est en fait même, par exemple, on voit une carte de crédit, on voit par exemple une paille, on voit une pipe pour fumer. Voilà. Donc en fait ça, même si c'est tous les objets qui sont autour de la consommation, en fait déclenchent aussi ces envies. Le syndrome de sevrage, c'est quelque chose qui va durer, qui peut durer très longtemps. Donc, on peut aller sur plusieurs semaines, voire environ 10 semaines. Donc c'est un tableau clinique qui comprend surtout comme un espèce de syndrome dépressif aigu, une dysphorie, une bradypsychie, un ralentissement psychomoteur. C'est vraiment l'inverse vraiment de la consommation, une irritabilité, un désintérêt sexuel, des altérations cognitives, une hyperphagie, une hyperphonie. On sait que plus le syndrome de sevrage est sévère, plus le pronostic en fait addictologique est défavorable. Et en plus, souvent, les gens utilisent d'autres produits. Finalement, ils vont prendre du cannabis, ou ils vont prendre des benzodiazépines pour essayer de soulager finalement ce syndrome de sevrage et devenir dépendant en fait avec eux. Donc là, j'ai mis juste la durée, donc ça peut continuer jusqu'à environ quasiment 6 mois. Le craving, comme vous voyez, peut persister bien au-delà, finalement, même de 6 mois. Alors, au niveau des complications somatiques et psychiatriques, il y en a de nombreuses. Et surtout, quand c'est associé, on sait aussi que la toxicité est plus importante quand, par exemple, on consomme avec de l'alcool. Et aussi, c'est souvent aussi des patients en fait, qui sont dépendants au tabac. Alors ça, c'est toute la liste. Alors, je ne vais pas toutes les détailler. C'est surtout les complications, les complications en fait, cardiovasculaires et neurologiques. C'est des complications en fait, qui peuvent survenir en fait, à chaque prise, même si on n'est pas dépendant, quelle que soit la fréquence de consommation. Donc, ça peut venir, par exemple, la première prise. Donc, au niveau cardiaque, c'est surtout le syndrome coronarien aigu, avec un risque augmenté de 24-60 minutes après l'usage, et il y a 6 fois plus de risques chez les non-usagers. La fibrillation auriculaire, la dissection aortique, la cardiomyopathie de stress. Au niveau neurologique, il y a surtout des convulsions et des AVC ischémiques ou hémorragiques. Après, il y a bien sûr les complications qui sont liées à l'usage, comme on prend la cocaïne, donc les complications ORL quand on sniffe la cocaïne. Il peut y avoir des lésions de la cloison nasale, des sinusites chroniques, on peut avoir des ulcérations, des perforations, des nécroses de la cloison nasale.
On peut aussi avoir finalement aussi des complications infectieuses. Hein. Ça, c'est surtout quand on partage du matériel qui sert à prendre des produits. Donc viral, VIH, hépatite B, hépatite C. Au niveau des complications psychiatriques, alors il y en a plusieurs, dont la paranoïa induite par la cocaïne. Donc c'est vraiment comme une psychose induite par le cannabis, hein, c'est des bouffées délirantes qui disparaissent finalement avec l'arrêt du produit, la dépression et puis surtout les tentatives de suicide. Ça c'est vraiment l'un des points pour lesquels il faut être assez attentif, c'est le risque suicidaire. Il y a des attaques de panique induites, tout ce qui est crack, on n'en parle pas tellement, parce que le crack, c'est plus des complications respiratoires. Alors, je vous dis qu'avec l'alcool, en fait, il y a une synergie toxique, hein, parce que la cocaïne et l'alcool vont former en fait un métabolite au niveau du foie, qui va être un métabolite en fait toxique. Parce que ça a les mêmes effets en gros que la cocaïne, mais ça a une action plus prolongée et donc avec une toxicité qui va être majorée. Donc il y a des effets cardiotoxiques qui sont très augmentés, x2 selon les études, l'augmentation du risque d'infarctus, d'arythmie et cardiomyopathie, de manière indirecte des AVC, et puis aussi de l'impulsivité, de l'agitation, encore plus désinhibée. Donc souvent on retrouve aussi des gens qui viennent aux urgences, en fait, qui ont des troubles de comportement après des prises de cocaïne et d'alcool. Il faut penser aussi, il y a à peu près aux États-Unis, par exemple, il y a 20% des personnes de moins de 50 ans qui se présentent aux urgences pour une douleur thoracique. En fait, c'est après un usage de cocaïne. C'est quand même assez énorme. Ouais. C'est énorme. Si on ne le recherche pas, en fait, on ne trouve pas. Hein. Le tabac, lui aussi, hein, il a participé finalement aux troubles cardiovasculaires, hein, parce qu'il y a 75% des sujets qui ont un trouble de l'usage de la cocaïne qui sont dépendants au tabac. Et puis il y a des effets entre les deux, finalement, de synergie sur l'envie de consommer. Par exemple, je vais fumer, ça va me donner envie de consommer de la cocaïne. Et inversement, je prends de la cocaïne, j'ai plus envie de fumer. Donc c'est une synergie aussi sur les usages. Ça, on connaît moins. Donc, chez les gens, les déficits, il y a des déficits cognitifs, et en fait, sur l'usage aigu, en fait, il y a une amélioration cognitive qui est finalement en fait trompeuse, parce que ça modifie artificiellement en fait les capacités, mais il y a les gens, en fait, ils ont des difficultés à se dire qu'en fait, ce qu'ils font, c'est bien. Ils ont l'impression de faire bien, et puis finalement, c'est pas tout à fait ça. Les déficits cognitifs chez les sujets qui ont un usage récréatif, qui ne sont pas dépendants, il y a réellement en fait des troubles sur la mémoire de travail, sur l'attention. Et ceux qui ont un usage chronique, alors il y a des réels déficits attentionnels, des réels déficits sur la mémoire et surtout sur les fonctions exécutives. Donc tout ce qui est flexibilité mentale, planification. Et puis aussi, on voit sur des atrophies des régions préfrontales et temporales, en fait, sur les IRM. Donc ces déficits, en fait, ils persistent les premiers mois de l'abstinence chez les usagers chroniques, mais normalement, en fait, ils sont réversibles 5 ou 6 mois après. Alors en consultation, j'ai fait un peu quelque chose plutôt pour la médecine générale. Donc déjà repérer, alors on peut repérer de manière finalement opportuniste, hein, quand on a un signe clinique évocateur, hein, une douleur thoracique, je sais pas, quelqu'un qui est consommateur, ou quelque chose qui fait évoquer que
qu'il est consommé, ou alors systématiquement. Je pense que quand même, de poser la question aux gens, c'est pas mal, chez les gens, c'est ce qu'on voit, est-ce que vous consommez de l'alcool, est-ce que vous consommez du tabac, est-ce que vous consommez du cannabis, est-ce que vous consommez de la cocaïne, et est-ce que vous consommez de l'oxyde. En fait, le faire un peu comme quelque chose, repérer un peu de manière systématique. Après, on peut évaluer donc le type d'usage. Est-ce que c'est occasionnel? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que les gens sont dépendants? En recherchant les signes, les 5 signes cliniques dont j'ai parlé auparavant, comment on l'utilise, la fréquence, le mode, est-ce qu'on sniffe, on fume, évaluer surtout si toutes les autres consommations, en particulier l'alcool et le tabac. Et puis, alors il y a les complications, c'est intéressant de demander aux usagers si, quand ils prennent de la cocaïne, alors c'est vrai qu'il y a un effet de tachycardie, mais il n'y a pas de douleur thoracique normalement. Chez les gens qui ont ressenti une douleur thoracique, c'est une urgence, parce que ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Au niveau psychiatrique, il y a l'anxiété, les idées délirantes, et puis les idées aussi suicidaires. Bien faire attention aux idées suicidaires, surtout s'il y a des antécédents chez le patient. Les conduites à risque viral, le partage de matériel, et puis les conduites à risque sexuel, bien évidemment. Un examen physique complet, cardiovasculaire, respiratoire, ORL. Des examens complémentaires, alors en systématique, ce qui est recommandé, c'est surtout un ECG, puis après c'est guidé par la clinique. Qu'est-ce que dit finalement le patient? Il y a toute une liste très longue. Car je ne vais peut-être pas toutes les détailler. Un bilan visuel, voilà, des tests neurocognitifs, mais ça c'est plus les sérologies. Moi je dirais les sérologies, VIH, VHB, VHC carrément systématiques, avec le CG. Et puis après, bon, c'est en fonction vraiment de la clinique. ORL, peut-être un bilan ORL aussi, c'est un usage en SNIF. Et puis s'il y a des signes cliniques, parce que les gens disent qu'ils ont des douleurs, des choses comme ça. Repérer les situations à risque, donc les douleurs thoraciques, comme j'ai dit, l'urgence, l'agitation, la confusion, les idées suicidaires, et puis aussi j'ai mis les consommations massives ou en pic, parce que c'est un risque de surdose. Donc bien demander comment ils font, comment les gens utilisent le produit. J'en ai pris, ah bon, combien de temps après vous en reprenez? Voilà, essayer de faire aussi un peu voilà, de la réduction du risque. Les comorbidités psychiatriques, alors elles sont nombreuses, et en particulier la dépression, l'anxiété, le trouble bipolaire, le trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Et ça, on sait que si on les traite, en fait, on améliore le pronostic chez les usagers qui sont dépendants à la cocaïne. Qu'est-ce qu'on peut faire donc, dans vos consultations classiques? Donc une intervention brève. Donc c'est une intervention qui va consister à essayer de motiver un changement en fait chez le patient, tout en respectant en fait ses choix et son ambivalence, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ah bah oui moi je consomme de la cocaïne le week-end, il n'y a pas de problème, c'est avec les copains, je fais ça une fois tous les 2 mois, voilà, il n'y a pas de, il voit aucun problème en fait, c'est un usage qui est quasi normal. Donc on peut partager avec le patient déjà, avec son accord, déjà les risques somatiques psychiatriques, on peut évaluer avec lui un petit peu comment il consomme. On peut évaluer aussi les risques personnels avec lui qu'il a avec ça, comment ça se passe chez vous, à la maison, est-ce que, je sais pas, combien vous dépensez, voilà, il faut essayer aussi d'identifier les représentations qu'il a aussi sur le produit, c'est rien, c'est comme le cannabis, c'est naturel. Pareil, le cannabis c'est très naturel, et c'est bio. Dans le sol, plein de mercure et de nickel. Donc on peut échanger aussi sur son intérêt personnel, qu'est-ce qu'il pourrait gagner finalement, s'il réduisait ou s'il arrêtait, est-ce que voilà, on peut proposer des objectifs avec lui. Il faut toujours laisser le choix et donner la possibilité de réévaluer une consultation. Il ne faut jamais fermer la porte. On peut
pas être que dans l'exposition finalement juste des risques, mais essayer de chercher avec lui finalement, essayer de faire un peu, par exemple, un peu dissonner finalement ses représentations en fait sur sa consommation. Donc le positionnement thérapeutique, c'est toujours une attitude non jugeante. Le plus important finalement, c'est pas de prescrire. Parce que de toute façon, vous verrez, il n'y a pas grand-chose en fait à prescrire. Mais de créer une alliance thérapeutique et d'amorcer le changement. Donc c'est réussir à pouvoir en parler de manière libre et ouverte et de manière non jugeante. Donc on peut évaluer la motivation. Alors les gens ne sont pas du tout prêts. Ils disent, de toute façon, moi je vais continuer. On peut donner quelques conseils pour réduire les risques de la consommation. Ceux qui ne savent pas très bien, ils sont un peu ambivalents, donc on utilise une technique, c'est l'entretien motivationnel. Et puis ceux qui sont prêts, finalement, on va les accompagner vers l'arrêt. Alors là, j'ai mis quelques petites choses sur la réduction des risques. Ça, c'est plutôt très bien fait, je ne le connaissais pas. J'ai trouvé en le préparant, c'est la Fédération Addiction. Et donc, c'est tout un petit fascicule pour les usagers, en fait, de réduction des risques. Il y a tout. Comment on injecte, comment on machin, qu'est-ce qu'il faut, faire attention à l'hydratation, faire attention. Voilà. Il y a tout dedans. Donc, éviter l'alcool et la cocaïne, éviter toujours de consommer seul. L'hydratation, un matériel propre si on injecte, bien sûr. Éviter les billets de banque, parce que ça fait des plaies dans le nez. Et il faut injecter, quand on sniffe, en fait, il faut injecter le plus haut possible dans la narine et pas là. Et surtout pas avec le billet de banque. Attention au risque de dépendance à d'autres produits, alcool, benzo, opiacés pour gérer la descente. Il y en a plein comme ça de choses qu'on peut dire sur la réduction des risques. Et puis orienter quand est-ce qu'on peut orienter par exemple vers le centre de soins psychologiques. Quand on découvre qu'il y a un trouble de l'usage, quand les gens ont vraiment des envies de consommer qui sont importantes, quand ils commencent à être incapables de réduire leur consommation, c'est souvent de plus en plus, ils ont l'impression de gérer, quand ils ont une perte de contrôle aussi de la consommation. Quand finalement on ne se sent pas en capacité non plus, alors j'ai mis soins de santé primaire, c'est vraiment pour moi un médecin généraliste. Voilà. Quand il y a une polyconsommation, alcool, opioïdes, benzo, quand il y a des comorbidités psychiatriques suspectées, on dit qu'il y a quelque chose en plus. Quand il y a des comorbidités somatiques, perte de poids en particulier, amaigrissement, ça témoigne quand même d'un usage vraiment beaucoup plus intensif. À la demande du patient, ou quand il y a très peu de soutien social et que les gens sont quand même isolés. Alors le traitement. Donc, il y a de nombreuses cibles thérapeutiques. Donc, ça peut être essayer de faire diminuer l'euphorie, les manifestations aiguës du sevrage, le craving, les troubles cognitifs, les comorbidités psychiatriques, somatiques, addictives, et puis surtout la qualité de vie, réduction des risques et des dommages, et puis ça peut être l'abstinence ou la réduction des risques et des dommages. Le traitement du sevrage, il est simple, c'est symptomatique, donc c'est des anxiolytiques, quelque chose pour aider à dormir, et la surveillance du risque suicidaire, parce que c'est vraiment cette étape-là qui est la plus critique. Il n'y a strictement aucun traitement spécifique, il n'y a aucune AMM sur des traitements qui ciblent ce dont je vous ai parlé avant. C'est toujours la psychothérapie qui est centrale, en particulier les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Il faut rechercher et traiter les comorbidités psychiatriques, parce que ça améliore, je vous disais tout à l'heure, le pronostic. La prévention de la rechute, puisque c'est une maladie à rechute, donc un suivi régulier, un travail sur les envies, les situations à risque de rechute, les groupes d'entraide, les patients experts, ça aussi c'est des choses qui aident énormément. Et la réduction des risques et des dommages. Alors, malgré tout, alors ça c'est les approches, donc entretien motivationnel, thérapie cognitivo-comportementale, psychothérapie d'inspiration analytique.
En fait, globalement, il faut de la psychothérapie, et surtout de la DCC. Si on a, alors voilà, ça c'est un petit peu un plan thérapeutique pour des usagers qui sont dépendants. Donc l'objectif de la consommation, soit ils veulent réduire, la consommation contrôlée c'est impossible, donc en fait c'est l'abstinence ou la réduction des risques et des dommages. Le traitement du sevrage, c'est un traitement pharmacologique. Savoir si le patient est en danger, par exemple, pour des problèmes somatiques, donc soit aux urgences, soit un programme résidentiel qu'on n'a pas du tout. Le programme résidentiel, c'est des hospitalisations. Alors, en Calédonie, on n'a pas vraiment de service spécialisé en addictologie, mais on peut quand même hospitaliser au CHS. Et la prévention de la rechute, donc peut-être des traitements, la psychothérapie individuelle, les comorbidités psychiatriques, les groupes d'entraide et les patients experts. Donc il y a eu en fait plein de pistes, on va dire médicamenteuses, mais aucune finalement n'a obtenu l'AMM. Donc on a étudié d'abord les antidépresseurs, mais c'est pas du tout concluant. Il y a eu aussi le topiramate, l'Epitomax, qui est un traitement qui est plutôt prometteur sur le craving, mais qui n'a pas encore obtenu l'AMM, parce que les études ne sont pas suffisantes avec les nombreux patients. Ce qui ressort, c'est la prévention de la rechute. Donc ça, c'est le N-acétylcystéine, le gluconiste, mais à dose très importante, 2400 mg par jour. Donc ça aussi, c'est une piste très prometteuse pour la prévention de la rechute. Et puis, il y a aussi, pour l'alcool, il y a aussi le disulfirate, l'espérale, quand il y a une comorbidité avec l'alcool pour la prévention, pour la prévention de la rechute. C'est pas du tout, ça c'est une étude de 2020, je reprenais en fait tous les traitements qui avaient déjà été essayés. Ouais. Donc, pour finir, c'est des usagers socialement intégrés, mais pas que. Il y a aussi de plus en plus de gens ici, je pense, qui consomment. Installation progressive et silencieuse de la dépendance, ça vient vraiment petit à petit, les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. Le craving, les envies qui sont centrales, l'association avec l'alcool qui est un facteur majeur de risque de toxicité. La principale cause de mortalité, c'est les complications cardiovasculaires. En psychiatrie, j'insiste beaucoup sur l'augmentation du risque suicidaire. Et puis, la réduction des risques et des dommages et les troubles cognitifs qui sont importants chez les usagers finalement chroniques qui ont du mal après à prendre des décisions pour arrêter, pour maintenir, parce qu'ils ont des troubles cognitifs. C'est un petit peu comme les patients alcoolodépendants qui ont aussi des troubles cognitifs et qui finalement sont plus à même de mettre en place, par exemple, un plan d'action pour arrêter leur consommation. Voilà. Merci.